Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews LinkedIn, les interviews qui donnent la parole aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Eugénie Ndiaye, qui est prospectiviste et entrepreneur. Bonjour Eugénie, Bonjour Déby, comment tu vas? je vais très bien, merci. Et toi? C'est nickel, très bien. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, prospectiviste. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, donc que tu nous passes en revue ton parcours et du coup, qu'est-ce qu'être prospectiviste justement? Alors, c'est le métier, on va dire, auquel j'ai été formée. Donc, j'ai eu une formation euh, en informatique d'abord. Après, parcours entre la sociologie, l'aménagement territorial, l'ingénierie territoriale et le développement durable. Ok. Et dans mes missions, j'ai été appelée à penser le devenir de territoires, donc voilà, de collectivités, de villes, d'espaces ruraux, dans l'avenir, c'est-à-dire pouvoir se projeter le devenir d'un territoire sur une durée de 30 ans, de 50 ans. Et dans ma démarche très spécifique, les ressources pour penser cela, c'était les enjeux environnementaux et sociaux. Par exemple, un territoire traversé par des cours d'eau, que deviendraient ces cours d'eau dans un, on va dire, un climat, dans un environnement qui change, qui évolue, un climat qui change, une évolution démographique, de nouvelles installations, etc. Comment cet espace naturel, qui peut être patrimonial, une vraie valeur pour un territoire, comment il est exposé d'une part, et aussi comment il peut être ressource pour ce territoire. Et le sujet social, c'est le sujet lié aux habitants, la question de l'exclusion, la question de l'inclusion aussi, mais aussi de tous les acteurs, les entreprises, parce que les entreprises, ce sont des organisations économiques, mais constituées d'êtres humains, auxquels il faut penser leurs possibilités de vie, leurs possibilités d'engagement, etc. Donc, c'est ce métier-là que j'ai exercé pendant quelques années après ma formation. Et c'est le métier de prospectiviste, qu'on trouve dans différents secteurs. Hein. On D'accord. trouve dans l'économie, voilà, certainement dans les métiers comme l'industrie. Voilà, c'est un métier qui est à la fois sur la recherche, mais aussi sur la définition de plans de développement, de programmes, etc. Et comment t'en es venue à l'exercer? Est-ce que tu as eu un moment dans ta vie, enfin, quel a été le déclic en fait qui t'a amené vers ce chemin-là? Alors moi, déjà, j'ai eu un premier déclic, il y en a eu plusieurs, on va dire. Le, le premier, c'est que j'ai commencé, moi, des études en informatique. J'étais en école de commerce sur la question de l'informatique, en tout cas des métiers numériques. Je me préparais à devenir développeur et j'ai toujours voulu avoir un métier très utile Oui. pour les gens. Et donc, je n'ai pas terminé cette formation, je ne suis pas allée au bout. J'ai fait Ok. presque 2 ans. Et donc, je me suis retrouvée à l'université en questionnement. On va dire, ça a été une première forme de passage à trouver un métier voilà, qui avait un ancrage comme ça et une possibilité d'action pour les humains. Et ma formation en sociologie, je l'ai faite en double cursus avec une formation en géographie et ça m'a menée sur une voie, on va dire, un peu classique d'aménageur territorial, d'ingénieur territorial. Et dans le cadre de ma formation, j'ai intégré des agences d'urbanisme donc pour travailler, donc au départ pour faire des stages et après pour travailler. D'accord. Et les missions qui m'étaient confiées et que j'adorais faire, qui me passionnaient, c'était de faire la prospective. Et par ailleurs, je pense que je ne suis pas arrivée là par accident. Dans ma manière de concevoir mon travail, mon activité et les sujets, j'ai été aussi extrêmement influencée par ma vie de militante en association. C'est-à-dire, j'ai fait mes études en étant militante aussi en association, Ok. notamment dans des associations de femmes euh, qui travaillaient dans les métiers du territoire, architectes, urbanistes. Et ces associations avaient notamment pour rôle de faire du conseil pour des collectivités dans les pays du Sud, particulièrement en Afrique, où on a, on va dire, une urbanisation en cours, une transformation territoriale en cours,
où il faut penser aujourd'hui et demain. Donc, on va dire c'était là, un petit peu dans mon ADN de professionnel, de travailler comme ça, de réfléchir comme ça. Donc c'est comme ça que on va dire, mon métier s'est construit, qui s'est posé et qui a trouvé voilà, on va dire son cadre en agence d'urbanisme, qui sont des structures très intéressantes où on a une dimension technique, donc elles fonctionnent comme des entreprises, elles répondent à des demandes de collectivités et une dimension recherche aussi pour voilà, penser parfois ce qui n'est pas encore là. D'accord. Alors, ma question suivante, c'est donc penser le territoire de demain par rapport à comment, alors, quelles sont les étapes par rapport à notamment un projet spécifique qu'on va te remettre et sachant comment, bah, voilà, la situation climatique est en ce moment, enfin, comment tu arrives à faire ces calculs et être en mesure de prédire en fait. Alors, lorsque je travaillais encore en agence d'urbanisme, on va dire les sujets étaient quand même relativement précis. Par exemple, j'ai travaillé sur le sujet du Grand Paris et des impacts d'un projet d'aménagement métropolitain dans le Grand Paris sur un territoire de la Normandie, particulièrement l'estuaire de la Seine. Alors, un estuaire, c'est un endroit assez, on va dire, à la fois patrimonial, très intéressant, mais sensible. C'est là où un fleuve, un cours d'eau rejoint la mer. On en retrouve partout dans le monde, les estuaires, les deltas, voilà, ces espaces qui sont à cheval entre fleuve et mer. Et cette mission avait pour rôle d'imaginer, de prévoir, de comprendre les impacts d'un projet métropolitain à Paris dans cet espace-là. Et c'est très concret, c'est-à-dire l'estuaire de la Seine donc, au Havre, oui. C'est un espace à la fois naturel, mais c'est aussi un espace de production, d'activité, avec une activité de transport fluvial, une activité industrielle, parce que lorsqu'on transporte de la matière, des matériaux, aux alentours, naturellement, on a des espaces de transformation de ces matières. Et donc, le Grand Paris étant un projet métropolitain extrêmement structuré autour de moyens de transport, production, création de métro et de gares, le sujet des excavations, en tout cas des résidus de ce projet-là, se posait pour le territoire francilien, mais aussi pour ce territoire estuarien. Et donc, c'était très clair pour moi d'avoir un cadre de pensée. Et c'est nécessaire, lorsqu'on fait de la prospective, d'avoir un petit peu de contraintes. Un autre sujet sur lequel j'ai travaillé à l'agence d'urbanisme de Lyon, Lyon qui est traversée par 2 cours d'eau, c'était d'imaginer l'existence d'une métropole fluviale. C'est très intéressant, c'est-à-dire on ne pense plus l'aménagement territorial, la métropole à partir voilà, uniquement des activités économiques, voilà, quelle industrie, quelle économie, qui va travailler, comment, mais à partir de ressources fluviales. C'est très intéressant. C'est-à-dire, on va interroger les cours d'eau sur leurs besoins, sachant que ce sont moi je les appelle des êtres qui ne parlent pas, et d'imaginer donc une conversation, c'est ça, pouvoir étudier des besoins, étudier des réactions à des impacts et travailler, aménager pour réduire ces impacts ou lorsqu'on n'est pas en capacité de les réduire, de compenser. C'est extrêmement intéressant. Et c'est la tendance actuelle aujourd'hui. C'est la question de la résilience. Comment on renforce des qualités, des avantages, des bénéfices, et les bénéfices d'écosystèmes qui sont gratuits. Comment on réduit les impacts de l'activité humaine sur ces espaces-là, et comment on compense lorsque voilà, les impacts ont lieu. Donc, la question territoriale, elle est toujours
assez précise, en tout cas le besoin est assez précis, mais c'est l'angle de vue là qui avait quelque chose, on va dire, d'original et que j'ai adoré faire. D'accord. Et est-ce que à la fin, par rapport au... Est-ce que souvent, c'est arrivé que le résultat final n'avait rien à voir avec ce que tu avais pu prédire peut-être? Bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on est prospectiviste, on apprend aussi en faisant. Et surtout, on est très, très familier à une notion que j'ai pu nommer, que j'ai pu découvrir des années plus tard, qui s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire trouver ce qu'on ne cherche pas. D'accord. Oui, on part avec des biais, naturellement. Moi, j'ai toujours quelque part dans ma manière de travailler la question de l'humain et des femmes. J'ai grandi au Sénégal, donc je connais les femmes sénégalaises dans la ville. Ici, ça m'a aussi interrogée. Comment les femmes françaises sont dans la ville? Est-ce qu'elles sont comme tout le monde ou est-ce qu'il y a une particularité? Ce biais-là, on va le retrouver. Le biais de l'environnement, oui, en tout cas, comment je l'aborde. Est-ce que je l'aborde comme élément central ou élément complémentaire? Ça, je le retrouve. Et donc, dans ma manière de conduire les choses, oui, je peux trouver des choses auxquelles je ne m'attendais pas, Oui. mais aussi parfois définir des possibilités de faire qui ne prennent pas, c'est-à-dire qui ne trouvent pas de récepteurs ou qui ne se font pas pour des questions économiques, pour des questions politiques, la contrainte venant d'autres acteurs qui sont à un autre lieu Oui, que ma place. Moi, j'ai tout le loisir de rêver et de l'écrire et de dire c'est ça qu'il faudrait faire, ce serait trop bien. Bon, tout le monde se moque de cette expression, moi j'aime bien, c'est trop bien. Et les décideurs n'ont peut-être pas la même liberté que moi. Donc, dans le travail de la prospective. Peut-être pas la même vision aussi. Oui, peut-être pas. Mais c'est pour ça un petit peu qu'on me fait travailler aussi, pour développer une vision. Ça prend du temps et contribuer à ouvrir les perspectives pour un décideur. C'était ça mon métier. Mais pour aller du rêve, de la vision à la réalisation, c'est un autre chemin. Oui. Et j'ai particulièrement, je m'attache à ce que je fais. J'ai eu des gros chagrins d'amour parce que voilà, ça ne se fait pas pour des raisons politiques ou économiques. D'accord. Et c'était impossible de faire changer d'avis ou est-ce que ça s'est déjà produit peut-être ou... De convaincre? Oui, enfin qu'ils disent non, tu vois, et que finalement, bah, je sais pas, t'as insisté et finalement, ils ont rétropédalé, ils se sont dit, bah non, finalement, on va aller dans ton sens. Je pense que dans mon activité, oui, je veux dire, dans le cours de la recherche, dans le cours du travail, oui, on a des discussions, on arbitre quand même. Et je ne pense pas seule, je ne travaille pas seule, c'est un travail d'équipe. Et donc, oui, il y a une question de priorisation quand même. Sachant que moi, j'ai beaucoup travaillé sur des espaces urbains, même s'ils avaient on va dire, leur particularité naturelle environnementale. Mais il faut savoir, la ville est le pendant du capitalisme. C'est-à-dire, la ville est un espace qui est, on va dire, qui est une forme de matérialité du capitalisme, d'une économie capitaliste. C'est ça la ville. Donc la question économique, elle n'est jamais loin, elle est même centrale. Donc cet arbitrage-là, même si on ne veut pas le regarder à un moment donné, il va nous rattraper parce qu'il faut payer les choses. La ville se paye. Donc il y a toujours un échange. Après, il arrive, oui, que dans le cours d'échange, on mette une chose au-dessus de l'autre, qu'on se pose des questions sur la pertinence en fait des orientations, etc. Mais c'est vrai que c'est lorsque j'ai eu, pour moi, c'est une chance, la chance d'être entrepreneur, que j'ai vraiment pu, on va dire,
faire comme je le pensais. Bon, D'accord. même si on ne fait pas tout comme on pense, mais Ouais. cette liberté-là, j'ai pu Oui. l'avoir là. D'accord. Est-ce que dans tout le travail que tu as fourni, tu as à un moment donné rencontré des difficultés et quelles est... Alors oui, alors il y a la difficulté, comme je disais tout à l'heure, liée à, à, à- à la, à la possibilité de matérialiser une vision, ce qu'on pense être responsable, engagé, bénéfique pour un territoire et qui ne se fait pas pour des raisons qu'on ne connaît pas toujours. Hein. On essaie d'expliquer la plupart du temps. Et puis, il est arrivé donc un événement, bon, pour le moment qui a été extrêmement dramatique pour moi, que j'ai longtemps appelé une opportunité. On dit j'ai eu l'opportunité. Mais en fait, concrètement, c'est que je me suis retrouvée sans papier. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis arrivée en France pour des études. Donc, voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait 7 ans d'études en France, d'études supérieures. Et en règle, je ne me suis jamais posé la question. J'ai travaillé, j'ai eu mes renouvellements de titre de séjour classiques. Et en 2012, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque la circulaire Claude Guéant. Alors, les étudiants étrangers en France, pour travailler de manière, on va dire, pérenne, en CDI par exemple, changent de statut, quittent leur statut étudiant pour obtenir un statut de travailleur salarié. Et cette décision se fait sur une demande à la préfecture. Et cette circulaire, pour des raisons que je n'explique toujours pas, elle a été approchée, cette circulaire, demandait aux préfectures de ne pas, en tout cas faciliter, comme ça l'était auparavant, ces changements de statut. Et si vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu beaucoup de refus de changement de statut. Beaucoup d'étudiants étaient rentrés dans leur pays. Moi, je ne suis pas rentrée pour des raisons personnelles, en me disant, parce que je travaillais, je réussissais à travailler, j'ai payé mes études en travaillant, donc je n'ai jamais été au chômage en France. J'ai toujours payé mes études, j'ai toujours vécu relativement, on va dire, bien. Donc, dans ma tête, en un an, j'ai dit, tu trouves un travail, tu règles ça et c'est parti. Eh bien non. Ça durera 6 ans. D'accord. Et donc, c'est dans ce parcours-là que j'ai longtemps appelé une opportunité et qui est réellement une opportunité pour moi que j'ai connu, en tout cas, la vraie difficulté liée au travail, liée à la volonté de s'intégrer, en fait, de travailler, de contribuer et d'avoir des contraintes relatives à cette velléité. Voilà, c'est là où j'ai connu vraiment des difficultés qui me dépassaient, en fait, que je ne pouvais pas régler à mon niveau. Voilà, mais on va dire, je l'ai traité autrement. Mais non, mais ça admire parce que c'est pas, on parle pas de 6 mois, non, c'est quand même 6 ans. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, je pense que quelque part, tu as cette force de détermination, mais à un moment donné, tu aurais pu dire, bon, bah, je lâche et je rentre, en fait. Et, Oui, c'est arrivé très fréquemment. Que je me dise, mais pourquoi pourquoi autant? C'est arrivé notamment dans des périodes où j'ai lâché mon projet. C'est-à-dire, ce qui m'a porté, c'était, on va dire, la vision de ce que je voulais faire. Je portais un projet, donc j'ai été entrepreneur sans papier. J'ai été chercheur aussi, en même temps que je faisais un entrepreneuriat, c'est-à-dire lorsque mon changement de statut a été refusé, l'une des options, c'était de postuler à un emploi comme tout le monde, sachant que pour être régularisée, j'avais des contraintes, des grosses. J'avais un seuil de rémunération qui m'était imposé. Je pense que c'était 2,5 fois le SMIC, vu mon niveau de formation. L'entreprise qui m'embauchait devait faire des démarches à la préfecture, payer, etc. Donc, c'est assez contraignant.
il fallait que je sois recrutée dans le métier de ma formation, c'est-à-dire je ne pouvais pas, par exemple, postuler pour être serveuse, pour être, voilà. Donc c'est assez contraignant. Et l'autre option, c'était, ben, Jenny, tu te crées ton travail, tu as des grands rêves, tu en as toujours parlé, ils ne se sont pas toujours réalisés. Et ce qui me constituait comme professionnelle, c'était construire des visions, étudier le sujet du féminin et le sujet, on va dire, de l'inclusion. Comment on contribuait à créer des environnements de vie, des territoires, des organisations plus justes du point de vue social. Et donc, j'ai créé un projet de recherche. Je me suis dit, je vais faire de la recherche appliquée. Je vais voir comment on peut tisser tout ça, comment même on peut étudier les compétences que les femmes développent dans les espaces du quotidien. L'espace du quotidien étant, pour beaucoup de femmes, mères, s'occuper des enfants, les éduquer, travailler aussi, prendre soin. Comment les femmes développaient des compétences qui restaient confidentielles, un peu informelles. Et pour des femmes particulièrement confrontées à la question de l'exclusion, comment ces compétences pouvaient être valorisées pour le territoire. Et ce que je voulais faire, c'est donc monter un complot, former des femmes en prenant ancrage sur ces compétences confidentielles et les organiser à construire un quartier. Et pourquoi pas un quartier en matériaux terre, un matériau que j'ai découvert en Afrique, que j'ai redécouvert à Lyon. Lyon a un patrimoine de construction terre extrêmement important, qui n'est pas toujours connu. Il y a encore des bâtiments terre à Lyon où on trouve une technique très particulière qui s'appelle le pisé. Et je trouvais ça trop bien. Et c'est quoi cette technique? Le pisé, c'est une technique de construction qui n'est pas réalisée avec des briques, mais c'est un mortier de terre qui est pilé dans des banches. C'est très beau. Donc c'est très structurel, ça sert à faire des murs porteurs, c'est très très beau. Et aujourd'hui, il y a des constructions modernes, actuelles, on va dire, en terre, avec cette technique qu'on trouve particulièrement dans la région, en Rhône-Alpes. Voilà. Et donc, je voulais faire un quartier avec ces matériaux écologiques, en formant des femmes, et ces femmes viendraient d'un bidonville. C'est ça que je voulais faire. Et quand je dis recherche appliquée, dans ma manière de faire, c'était aussi comprendre comment de nouvelles politiques, à la fois sociales, de nouvelles stratégies économiques, territoriales pouvaient se créer. Et j'ai pas pu le faire parce que je voulais régler tous les problèmes à la fois. C'est un peu mon défaut, mais je peux pas faire autrement. Et du coup, tout ça en l'espace de combien de temps? Alors, j'ai monté le projet de recherche en 6 mois. Ça se fait jamais. J'ai commencé à travailler, on va dire, au noir. J'ai commencé pour vivre je voulais pas passer mon temps à être babysitter parce que je vais jouer avec les gamins, en fait. C'est tout simplement ça. Je vais pas les garder. Ils vont me garder. Et donc, j'ai commencé à travailler au noir. Je me suis débrouillée pour faire du conseil, en fait. J'ai pu avoir l'opportunité d'être auditrice libre dans des écoles pour apprendre, continuer à travailler, au moins à faire travailler mon cerveau. Donc, écrire ce projet, tenter de trouver le moyen de le financer, mais j'étais sans papier. Si je n'étais pas sans papier, j'aurais pu faire ce qu'on appelle une recherche appliquée avec une bourse CIFRE. C'est une bourse qui permet à un chercheur d'être rémunéré, d'être salarié. D'accord. Et même, je ne pouvais pas puisque j'étais sans papier. Voilà, et donc en un an, on va dire, j'avais déjà mon projet construit, en tout cas mon projet de recherche appliquée, et j'ai pas pu le faire. J'ai dû le lâcher. J'ai pris un an où je suis allée respirer dans le théâtre,
à l'heure, je répondais à ta question en disant qui était théâtre ou cinéma. Je pense que le théâtre est vraiment dans mon ADN. J'ai toujours fait du théâtre. Quand j'étais au collège, c'est un art que j'admire particulièrement. Je suis montée à Paris en 2015 pour faire les cours Florent. Parce que je me suis dit, bon, tu vas être comédienne puisque tu n'arrives pas à travailler, on verra bien. C'était fabuleux, passionnant. Mais c'était très précaire pour moi, voilà, de pouvoir... et un peu, j'avais cette insécurité parce que je me disais, c'est que je ne maîtrise pas. C'est un secteur, un réseau que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on postule, comment il faut faire des castings, je sais. Oui. Mais j'étais beaucoup plus, je me sentais plus sécurisée avec mes diplômes, en fait, avec ce que je sais faire. Et puis, je n'avais pas du tout confiance en moi en tant que... Il y avait une petite peur de l'inconnu, je pense. C'est ça, une grosse peur. Et puis, j'avais rien à quoi m'accrocher. Tout dépendait du casting qui marche. Pour moi, dans ma nature. Et donc, j'ai fait les cours Florent, mais je ne suis pas allée au bout. Et donc, j'ai ressorti le projet de recherche que j'appelais Les Bâtisseuses à cette époque. Je l'ai ressorti du carton, je l'ai regardé. Je dis, bon, Eugénie, tu ne peux pas être chercheur, en tout cas pas chercheur officiel. Ben, tu vas faire la partie appliquée, tu vas faire ton quartier. Et je te disais tout à l'heure que j'ai travaillé sur le projet du Grand Paris et je connaissais les impacts de ce projet en termes notamment de volume d'excavation de terre. Ça a été un de mes projets en tant que prospectiviste. Et je me suis dit, ben, tu es à Paris, tu restes à Paris et tu fais ton quartier de terre ici avec des femmes, etc. C'est comme ça que le projet de recherche appliquée Les Bâtisseuses est devenu un projet entrepreneurial. D'accord. Comme quoi, le projet a bien évolué. Il a marché avec moi. Il a grandi avec toi aussi. C'est ça. Et donc, du coup, les bâtisseuses, tu m'expliquais tout à l'heure, donc du coup, il y a plusieurs entités, si j'ose dire. Du coup, si tu pourrais revenir dessus. Bien sur sûr. La partie formation et association. Bien sûr, bien sûr. Et donc, quand je suis venue à Paris, quand je me suis installée, j'étais toujours sans papier avec les bâtisseuses. Ça a été une association parce que je suis allée chercher des gens avec qui je répondais à des appels à projets en disant que j'étais une association, je n'avais pas de papier. Voilà. T'es allée au culot, quoi. Mais il faut faire, il faut faire. Bien sûr. Et à un moment donné, c'était carrément impossible. Et j'arrivais à monter des consortiums. Je rencontrais les bonnes personnes. J'ai toujours été très transparente sur ma situation. Parce que j'en ai jamais fait... je n'ai jamais eu une approche, on va dire, dramatique de la situation, même si ça a été compliqué. Même si je expérimentais de la vulnérabilité, de la précarité. Tu l'as pas fait ressentir, quoi. Oui, et c'était impossible pour moi de marcher comme ça. Donc, j'ai toujours été très transparente. Dire, voilà, il faut monter un consortium pour faire, mais je peux apparaître nulle part, je suis en situation irrégulière. Mais à un moment donné, c'était impossible. J'avais aussi besoin de m'entourer de personnes qui avaient d'autres compétences que les miennes. Et donc, je suis allée comme ça rencontrer des gens, j'ai demandé à mes amis. Ça a été une association pendant, on va dire, 2 ans, Les Bâtisseuses. Et l'association a été dissoute. Et par la suite, c'est devenu ce que j'appelle un écosystème. C'est devenu une nouvelle association qui s'appelle Laisser Fleurir, dans laquelle j'ai réussi à être au cœur du projet. En tout cas, tel que moi, je l'ai conçu, je l'ai construit. Avec les bâtisseuses, c'était déjà le cas. Avec l'autre association, Les Bâtisseuses, on n'a pas réussi en fait à travailler autour de la vision centrale du projet, qui était de réfléchir, de penser des stratégies, des moyens de faire pour rendre un territoire plus inclusif, notamment la question de l'inclusion des personnes migrantes, des personnes réfugiées. Ça, je n'ai pas réussi à le faire dans
dans l'ancienne association. Je pense aussi parce que c'est une vision qui m'est propre. Ma situation étant que dans cette association, je n'étais pas membre du bureau, je ne pouvais même pas être dans le bureau, même si j'ai beaucoup travaillé, je travaillais en bonne intelligence avec les membres de cette association, mais c'était extrêmement difficile de pouvoir rendre les choses concrètes, de piloter, c'est compliqué. Et aussi, je pense, on va dire les profils qu'on était rendaient les choses, on va dire, moins faciles. Donc, c'est avec l'association Laisser Fleurir qui a été créée avec les apprentis. D'accord. Après 1 an de travail réellement de formation avec des personnes réfugiées, donc ce qui a permis d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de leurs besoins, de leurs attentes et de leur potentiel surtout. Okay. Ça, j'ai pu le refaire dans l'association Laisser Fleurir, donc qui est une des structures, et l'autre structure, c'est un organisme de formation qui développe donc des programmes de formation et qui participe à renforcer les compétences des personnes qu'on forme. Voilà, qui sont majoritairement des personnes en situation d'exclusion, des femmes, des hommes, beaucoup de personnes réfugiées. Pourquoi? Parce que aussi le travail avec la terre, le matériau terre, est un matériau de construction qui existe encore, qui est encore d'actualité dans beaucoup de pays d'où viennent ces personnes. Beaucoup de pays du Sud, etc. Donc, on va dire cet écosystème, il s'est fait aussi au cours, on va dire, de l'évolution du projet Les Bâtisseuses. Et c'est actuellement le cas. D'accord, super. Voilà, avec, on va dire, une nouvelle entité à venir qui est de réaliser les chantiers. Donc, on travaille sur... oui, voilà, ça fleurit. On a... Et c'est toujours pour répondre à des besoins. La vision, c'était vraiment de construire. Mais pour construire, il faut former. On l'a fait, on le fait. La construction, la formation ouvre une perspective sur la transmission. La transmission aussi étant une possibilité de travail pour nos apprentis. Donc, on a fait Laisser Fleurir qui développe des ateliers pour le jeune public notamment. Et nos apprentis qu'on forme sont animateurs. Et maintenant, il faut avancer pour construire. Et donc, on a réfléchi à un concept d'aménagement intérieur complètement biodégradable où pouvant intégrer des boucles de réemploi et de recyclage. Et ça, c'est une manière à la fois, on va dire, de traduire ce que j'appelle une sociologie du soin dans le bâtiment, dans l'acte de bâtir, d'une part, et d'autre part, des débouchés d'emploi pour nos apprentis. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la partie opérationnelle immobilière. D'accord. Et ces apprentis, tu les sélectionnes comment? Est-ce que tu passes par d'autres associations qui te mettent en relation? Alors, moi, mon premier partenariat, mon travail, en fait, quand j'ai commencé en Île-de-France, j'ai pris le projet Les Bâtisseuses sous mon bras et puis je suis allée le présenter à des partenaires en disant toujours que j'étais sans papier. Je ne peux pas faire, compliqué, etc. Les partenaires sociaux qui travaillent sur la question de l'inclusion des personnes en situation d'exclusion travaillent à partir de dispositifs, par exemple les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, etc. Il y a tout un écosystème en France qui permet d'accompagner des personnes en situation d'exclusion à l'emploi, par la formation, etc. Donc le recrutement se fait par ces biais-là. Par exemple, le projet de formation sur les enduits, les peintures écologiques, la construction de terre est présenté dans le cadre de ce qu'on appelle des informations collectives. Donc, ce sont des réunions d'information. Et les personnes qui sont candidates postulent et sont recrutées. Pour ces dispositifs, il y a le soutien de l'État, de Pôle emploi et de différentes fondations. Donc, c'est assez structuré. On va dire la question sociale, de l'accompagnement social
est assez structuré en France et c'est principalement par ce biais-là. Et tu me disais tout à l'heure que dans le cadre de ces formations, donc pour ces apprentis, tu fais appel à des artisans formateurs, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Donc je travaille, Nawel, donc, qui est l'organisme de formation, travaille avec un réseau d'artisans formateurs qui donnent les formations, les savoirs, les savoir-faire, les compétences, qui aident aussi voilà, à accéder à des stages. Donc on travaille en bonne intelligence depuis plusieurs années avec la plupart des formateurs et formatrices. D'accord. Et tu évoquais, donc, il me semble que tu as un atelier, je crois. Donc, du coup, c'est là-bas qu'ils sont formés, si je ne dis pas de bêtises? Alors, l'atelier donc, qui se trouve à Montrouge nous a été mis à disposition par un bailleur qui s'appelle I3F, qui soutient notre activité. Cet atelier a accueilli la première formation qu'on a donnée en 2018 pour un public réfugié. Et donc, on l'a conservée. Donc la formation a lieu là, mais elle a aussi lieu dans d'autres espaces, notamment. Ah ok, il n'y a pas que. Voilà, par exemple, on a travaillé avec le Palais de la Femme, donc il y a eu des réalisations qui ont eu lieu dans le centre d'hébergement. Et la formation se fait beaucoup en situation de travail, c'est-à-dire pendant qu'on fait. Pendant qu'on fait, on reçoit on va dire un accompagnement pour comprendre les gestes professionnels, etc. Donc, l'atelier est un plateau technique, c'est-à-dire c'est un lieu préparé pour avoir une formation technique, mais la formation se passe également en situation de chantier, de ce qu'il s'agit de faire, ce qu'il s'agit de réaliser. Et du coup, pour tout ça, il n'y a que toi ou tu as aussi des salariés peut-être Je n'ai pas de salariés. Je collabore beaucoup par prestation, c'est-à-dire il m'est arrivé très souvent de confier des missions à des architectes, par exemple, designers, etc., pour travailler sur l'activité, notamment pour le Caring Room. J'ai aussi des collaborations bénévoles, des personnes compétentes qui viennent soutenir, aider gracieusement. Voilà. Et puis des prestations avec les artisans notamment. Je cherche à étoffer une équipe, à constituer une équipe. Je pense que j'ai aussi besoin pour ça de mettre en lumière un certain nombre de questions relatives aux possibilités d'intégration de personnes en situation d'exclusion, à des réponses aussi qui peuvent être apportées aujourd'hui sur le sujet de l'immigration et de l'immigration irrégulière. J'ai une très très bonne expérience du sujet. Parce que c'est passé dans mon corps, on va dire. Voilà, je l'ai vécu et j'ai travaillé à développer des solutions. Donc, et encore une fois, pour moi, on arrive à des situations extrêmement dramatiques parce qu'on prend le sujet de manière dramatique. Le reste politique, pas que les gens viennent, etc. Je crois qu'il faut dépasser ça aujourd'hui. Qu'il y a des possibilités de travail pour créer des programmes en bonne intelligence avec même les pays d'origine et même d'imaginer des accompagnements en retour. Mais pour ça, il faut, je pense, à un moment donné, dépasser l'a priori, la fausse croyance que les personnes immigrent pour profiter de prestations sociales. Très bien. Alors, on va passer à la Minute Link. Oui. Alors, je vais te laisser choisir entre les 5 cartes. Je vais tomber sur une thématique. Attends, je remets dans mon Hop. Je regarde. Ouais, c'est bon. Futur. Ah. Alors, donc selon toi, comment sera l'entrepreneur de demain? Alors, l'entrepreneur de demain, c'est un monteur de complot. C'est quelqu'un qui sera nécessairement politique.
c'est-à-dire qu'il va agir comme un contre-pouvoir. Par exemple, si les décideurs ne sont pas assez engagés sur la question écologique ou sociale, l'entrepreneur de demain, à mon avis, devrait être en mesure d'être un contre-pouvoir réel. C'est-à-dire de vraiment jouer un bras de fer. Donc c'est un autre lobbying, hein. C'est un lobbying pour ce que j'appelle la perpétuation du vivant. Nécessairement. Pour moi, cet entrepreneur de demain, il ne va pas nécessairement être tenu par la question du bénéfice économique seul, mais aussi la question de l'impact environnemental, social et du bénéfice environnemental et social. Donc c'est un inventeur, c'est un politicien, c'est quelqu'un d'heureux, qui dort aussi, qui se repose, qui a une vie. Ça, c'est notre histoire. Voilà. Qui a une famille, des enfants, qui profitent de tout ça. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je l'entrevois. C'est des hommes, des femmes, des personnes de toute origine. Mais c'est intéressant la première définition que tu as donnée en parlant de contre-pouvoir. Mais est-ce que, parce qu'on est dans une société capitaliste, est-ce qu'il sera quand même en mesure d'être un contre-pouvoir, même s'il n'a pas ce levier financier derrière lui? Oui, bien sûr, et il a intérêt à réfléchir à être un contre-pouvoir dès maintenant, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir entreprendre dans un monde qui se détruit. Oui. Tu vas vendre à qui? Tu vas vendre quoi? Non. Les pressions sur les ressources vont se poser pour tout le monde. Rien que par intérêt, l'entrepreneur de demain, il doit être contre-pouvoir. Il va pouvoir dire, bon, les États, il va falloir faire quelque chose, même pour les ressources, hein, pour pas continuer à exploiter comme ça. Tout à fait. Parce que, à un moment donné, on va générer tellement d'impact qu'on va fabriquer des objets dont on ne pourra pas profiter. Mes salariés, les travailleurs avec qui je développe mon activité seront malades. Moi-même, je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas imaginer, par exemple, on ne prend aucune mesure. On se retrouve dans une situation, on va dire, c'est le scénario catastrophe, où on a des restrictions sur l'eau potable. On a des confinements pour raison de pollution. Parce que respirer dehors, c'est dangereux. Vraiment scénario catastrophe. mais oui, possible. Oui, malheureusement. Imaginez, de plus en plus, on va arriver à des phénomènes climatiques incontrôlables, imprévisibles. Tu as fait ton usine, montée des eaux, etc. Ton usine n'existe plus. Et même, on n'imagine pas la dimension géopolitique liée au changement climatique. C'est-à-dire, les pays, à un moment donné, vont se retrouver face à des contraintes qui vont privilégier leurs besoins propres. Comment tu fais? Ça se pose déjà en France. Oui, déjà. La France qui veut s'engager, comme l'Europe, sur une économie de la transition écologique, se pose le sujet des émissions carbone. Sauf qu'aujourd'hui, une bonne partie de notre industrie est donc délocalisée dans des pays où le carbone n'est même pas un sujet. On produit carboné. Comment on fait? L'une des réponses, c'est de relocaliser. OK, on ne peut pas relocaliser tout, d'une part, et on ne peut pas faire des industries qui produisent autant de carbone qu'il y en a aujourd'hui. Donc forcément, rien que par, on va dire, besoin de protéger son business, il doit être contre-pouvoir. Il doit pouvoir constituer des lobbies qui existent déjà, hein, des leviers de négociation, d'influence.
pour que les fondements essentiels de son activité, qui sont des fondements gratuits, l'eau, les ressources, etc., on se pose la question de leur coût au moment de l'exploitation, les machines, etc., mais jamais au moment de la relation qu'on a de manière naturelle. Je veux dire, on accède à l'eau, on la boit, on en a besoin pour vivre. Dans notre conception, elle appartient à tout le monde, mais non, en fait. Non, elle a vraiment un coût, elle nous rend service. Elle rend service à la vie, aux vivants. Et donc, elle est fondamentale à la vie de l'entrepreneur. Dans ton activité, il y a de l'eau, quelque part. Tu en as besoin pour être entrepreneur, tu en as besoin pour être humain. Donc, fondamentalement, tu dois la préserver. Donc, je pense que l'entrepreneur de demain, il va avoir cette vision beaucoup plus élargie que l'approche capitaliste. Parce que pour moi, c'est une approche particulière du capitalisme. Moi, le vrai capitalisme, il pense les ressources. Parce qu'il en a besoin. D'accord. Et ma seconde question pour la carte future, comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, Ouais. donc travailler avec une bonne équipe, voilà, avec des gens engagés, compétents, des rêveurs, plus dans la sphère familiale aussi. Je me vois... Oui, oui, tu peux évoquer oui, les deux. Ouais. oui, j'aimerais beaucoup nourrir davantage on va dire ce lieu de ma vie. Je me vois beaucoup plus qu'aujourd'hui aussi en Afrique, dans les pays du Sud. Donc faire la même chose ici, mais Oui, le faire... oui. Et même donner la possibilité à d'autres femmes de créer des écosystèmes des bâtisseuses en toute autonomie. Ça me plairait beaucoup. Et qu'il y ait des traductions réelles, on va dire liées à des besoins très réels dans des territoires. Et je me vois président de la République. Super, très bonne ambition. Très bonne ambition. Je te donne ma voix déjà. D'un pays pour lequel, on va dire, le programme gouvernemental viendrait d'un référendum existentiel. Voilà, tu vois. Donc pour un futur, c'est assez, on va dire, c'est assez prospectiviste. Tu m'as ôté le mot de la bouche, j'allais l'employer justement. Non, mais tu as tout à fait raison, c'est top. Est-ce que tu as été, donc, depuis tout ce travail entrepreneurial que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que bon, voilà, tu as été revenu sur ton parcours de 6 ans, tu étais sans papier, enfin, est-ce que tu as quand même eu par moment de temps à autre du soutien et voilà, le fait que tu n'aies pas lâché pendant ces 6 ans, qu'est-ce qui t'a, enfin, je parle en tant que personne, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir en fait? Ah oui, c'est fondamental ça. Et aujourd'hui, je pense que ça doit apparaître dans les économies. On le voit apparaître dans, par exemple, la prise en compte de la situation, du statut des aidants. Mais je crois que moi, je n'aurais pas pu survivre sans ma famille, sans mes amis. 6 ans à travailler au noir, c'est parce que autour de soi, il y a de bonnes personnes. Voilà, il y a des personnes qui croient en moi, qui croient dans ce que je fais. Oui, c'est fondamental. Et ces personnes donc, sont des proches ou pas. J'ai rencontré des chefs d'entreprise voilà, qui ont dit ben, tu as des compétences, ok, et on monte le complot. Je n'ai rien fait de mal. Oui, je n'ai pas cotisé, etc. Mais je n'ai pas coûté parce que j'ai consommé, j'ai travaillé, je n'ai pas fait de délit. Je rase trop les murs pour ça. et oui, fondamentalement, on voit que le lien entre les humains, il est structurel. C'est la base qui porte les choses, en fait. C'est pas l'argent. Tout à fait. Après, t'exerces un métier que, enfin voilà, faut
Parce que tu parles, voilà, t'apportes ta vision des choses, donc pour s'imposer, il faut, voilà, faut avoir quand même un certain caractère. Et puis je pense que tu dois être, je suppose, dans un environnement assez masculin. Alors comment tu traites la chose pour vraiment, voilà, tout en étant objectif sur ton travail, dire, ben non, enfin, voici ce que j'ai proposé, qui, enfin là, ça aurait été peut-être un homme qui l'aurait apporté, ça aurait été tout aussi, le résultat aurait été le même en fait. Comment tu as su t'imposer? Oui, je pense la question, la compétence personnelle individuelle intervient beaucoup pour un parcours comme le mien. Dans mon activité, c'est vrai que c'est le secteur du bâtiment, qui est un secteur masculin. Mais paradoxalement, dans mon parcours, parce que aussi j'ai abordé le secteur du bâtiment avec un angle, on va apporter du soin avec les femmes. Qui va refuser ça? Donc on va dire, c'est une forme d'influence en fait. Ouais. Et moi, dans ma posture, je transforme l'entreprise à accueillir les femmes. Je ne suis pas dans la confrontation. On va faire du soin, on va faire une relation de soin, on va faire mieux. Donc, on va dire que les barrières pour l'épanouissement des femmes dans le secteur du bâtiment, il doit être, on va dire, humain, en termes de relations, comment on parle à une femme, à une dame. Comment, voilà, c'est une question, on va dire, de relation, mais c'est aussi une question de structure. Par exemple, il faut penser les vestiaires. Pour une entreprise, par exemple, où il n'y a que des hommes, c'est tout bête, mais ça préparer l'inclusion, c'est penser les toilettes, les vestiaires, penser la question, moi, dans le public que je forme, qui est un public féminin, c'est beaucoup de femmes monoparentales, de familles monoparentales, avec des femmes qui vivent en banlieue, qui doivent trouver des solutions de garde d'enfants, avoir des horaires assez humains pour rentrer, s'occuper des enfants, etc. Il y a énormément de sujets relatifs à la vie d'une femme qui travaille. Mais il y a une autre barrière qui est, on va dire, qui est plus confidentielle, c'est qu'on est quand même dans un système, c'est-à-dire un pays, je connais moins le travail dans l'agriculture, où il y a beaucoup de cloisons. Moi, j'ai été sans papier, entrepreneur sans papier. Dire, je sais que je ne peux pas porter les choses avec la même facilité que les autres. J'évolue dans un milieu, le secteur de la transition écologique, il n'est pas si inclusif que ça, il n'est pas si diversifié que ça. Et naturellement, on fait face à des gens qui se posent la question, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens, etc. Je suis là parce que je veux. Où il faut se battre aussi pour les choses. Et c'est comme ça que j'ai compris, quand on est une femme dans un milieu pas si diversifié, quand on est une femme noire, avoir du caractère, c'est être en colère. Non, avoir du caractère, c'est avoir du caractère, c'est-à-dire je suis très gentille, hein, je pense que je suis une personne assez douce, mais je me laisse pas marcher sur les pieds, non. Et ça a été parfois une contrainte, c'est-à-dire non, tu acceptes, non, je suis pas d'accord, et quand je suis pas d'accord, je peux le dire et je peux. Bien sûr. Sans passer pour une hystérique. Exactement. Et ça a été une expérience assez. D'ailleurs, quand j'en parlais à des amis, elles me disaient, mais tu viens d'où, toi? Voilà, parce que me dit, mais tu débarques, ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on. Je dis, ouais, mais je suis une gentille, moi. Je mords pas. Voilà, je mords pas. Et en fait, j'ai appris à ne pas m'en faire, c'est-à-dire. Quand j'ai besoin de mettre des limites, je le mets. Je me pose en fait pas les questions. Oui. Je me pose pas de questions sur les conséquences. Et pour moi, c'est une manière d'être entrepreneur politique.
Et donc, il y a des expériences assez confidentielles dans ce que je fais qui ne viennent pas nécessairement de ce qu'on, des personnes, des acteurs, en particulier des hommes, mais voilà, qui sont relatives à d'autres sujets. Voilà, l'entre-soi, forme de discrimination, parce que voilà, on n'a pas l'habitude, quoi. Merci à toi, Eugénie, d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment un plaisir. Merci Déby. C'est aussi un plaisir et voilà, je suis très contente d'avoir pu échanger et on va dire d'apporter, de partager en tout cas sur mon expérience. Peut-être le mot de la fin, qu'est-ce que tu recommanderas à une femme qui souhaiterait justement être projectiviste? Prospectiviste. Prospectiviste, oui, Entrepreneur prospectiviste. Je savais que j'allais bugger sur ce. Ah, mais c'est intéressant, projectiviste. Ouais. C'est intéressant. Oui, oui, bah, finalement, entrepreneur prospectiviste, c'est projectiviste. Tu le rajoutes à la liste. Je pense que c'est intéressant. Oui, je pense que, comme je disais, l'entrepreneur de demain, il va faire ça. Il va répondre à des besoins actuels, concrets, mais aussi penser demain. Donc, il sera ça, il sera projectiviste. Et donc, à une femme, je vais lui demander de croire en elle, de changer le monde, mais vraiment pas le porter sur ses épaules, hein, parce qu'il n'y a aucune raison de porter seule des sujets qui concernent tout le monde. Ce n'est pas juste. Mais de changer le monde dans le sens de sa vision, de ne pas se mettre de barrière à ce qu'elle veut faire et d'avoir du courage. Beaucoup. Surtout. Beaucoup. Et ça sert, ça transforme l'ADN, devient plus résilient. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée et à très vite pour un nouvel interview LinkedIn.